Et rebonjour à toutes et à tous, ravi d'être là avec vous pour parler pendant quelques minutes de contenu. Effectivement, hop, je vais démarrer. Alors on était déjà une agence de création de contenu et notre métier à l'époque était beaucoup plus simple. D'une part on était un peu moins nombreux, donc ça enlève toujours un peu de complexité dans une équipe, mais aussi et surtout parce qu'on faisait quelque chose qui était beaucoup plus simple sur notre métier cœur qui est la création de contenu. En gros à l'époque on faisait quelques articles de blog, même pas très longs. Google les remarquait, ça générait du trafic. De temps en temps, on reprenait ces contenus dans une newsletter, on s'embêtait pas, on faisait un petit bundle, il n'y avait pas besoin d'IA à l'époque pour faire des contenus rapidement. Et puis, quand on avait suffisamment d'articles, on condensait tout ça dans un livre blanc et ça faisait notre édition du trimestre sur un contenu un peu plus sexy. Alors évidemment, ça, c'est plus tout à fait comme ça qu'on opère aujourd'hui le contenu. C'est pas grave si vous le faites encore comme ça, on va en parler. Mais en tout cas, notre approche à l'époque, c'était de dire vous êtes une entreprise, vous avez créé votre média, on va faire ça un peu comme une grille télé, on va faire du court, du long, on va parler un peu de tous les sujets, on va saupoudrer, comme ça on est à peu près sûr qu'il y ait quelqu'un dans le lot qui sera intéressé par un bout de votre contenu. Ça, c'était l'approche qu'on avait. Et en fait, ça, pendant longtemps, ça nous a aidé quand même à faire pas mal de visibilité, à générer les fameux leads dont on parlait tout à l'heure en démarrant la matinée. Mais si on accélère un petit peu pour arriver jusqu'à aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a des petites choses qui ont changé. D'une part, il y a beaucoup plus de concurrents. Quand on crée du contenu, si vous en faites, en fait la masse de contenu à laquelle est soumise votre audience est beaucoup plus importante qu'avant. Donc vous avez plus de bruit autour de vous. Le deuxième point, c'est que tout à l'heure j'évoquais les quelques grands formats qu'on avait. Alors ils existent toujours, mais aujourd'hui on va parler de snack content, de formats faits pour le social media, la vidéo qui est apparue, les cas clients qui ont pris une place avec plein de formats différents aussi. Et donc la complexité qu'il y a à gérer pour une équipe marketing ou une équipe content quand il y a une équipe content, elle est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de canaux différents. Auparavant, on avait quelques endroits dans lesquels on diffusait nos contenus. Principalement, c'était notre site, notre blog, un petit peu la newsletter. On avait beaucoup de canaux qu'on maîtrisait plus directement. Pas forcément avec des énormes audiences, mais avec finalement une dispersion des efforts qui était relativement moindre. Aujourd'hui, il faut aussi aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on en a parlé en début de matinée, sur d'autres formats aussi qui sont intéressants. Les événements sont devenus aussi un canal pour faire de l'éditorial. Et au final, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que maintenant, alors il y a toujours eu cette pression un peu sur le marketing, mais il y a une attente de performance business qui quand même augmente et qui jusqu'à présent s'était beaucoup focalisé sur combien de leads tu ramènes aux commerciaux et qui commence aussi à aller un petit peu plus bas sur combien de business ça a rapporté. Tout ça, ça crée quand même beaucoup de pression, ce qui fait qu'on est un peu dans les équipes marketing. Levez la main si certains se reconnaissent dans cette course de plein de choses. Il y a quelques personnes quand même qui lèvent la main. Et donc on est un peu dans cette course, cette roue de hamster où le prochain contenu chasse le précédent, où il y a toujours des nouvelles urgences et on a un peu l'impression finalement un peu de gaspillage. On a l'impression de mettre beaucoup d'énergie parfois à créer des contenus qui vont dormir sur étagère, qui vont prendre un petit peu la poussière ou qui ne sont pas suffisamment utilisés avec un petit regard sur combien d'équipes ça a mobilisé, combien de budget ça a mobilisé. Alors évidemment ça c'est pas complètement nouveau, mais en fait si on fait un peu de... Si on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est dans ça, c'est qu'aujourd'hui les équipes marketing, notamment sur la partie contenu, pas que, mais c'est ce qui moi m'intéresse principalement, on fait un petit peu ça. Ça, c'est du pointillisme. Quand on est le nez collé sur la feuille, on voit pas grand-chose. Et par contre, on a l'impression de s'activer, de faire des choses. On crée des contenus, on rajoute des choses dans la machine. Et si on prend un tout petit peu le temps de prendre le recul, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est que ça doit être qu'un morceau dans un tout. Et c'est un peu ce tout qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre davantage du point de vue de la création de contenu pour se dire comment est-ce que je peux m'organiser pour essayer d'aller prendre des blocs qui font sens, de ne pas partir un petit peu, de ne pas me disperser dans tous les sens, et d'arriver à structurer la création de mon contenu de manière efficace par rapport aux retombées que je vais en avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça, qui est un peu une approche philosophique. Le terme qu'on a mis dessus, que le marché commence à mettre dessus, c'est de se dire je vais travailler sur des campagnes de contenu. Je vais sortir de ça, qui est un planning de production avec plein de petits items. On va prendre du retard sur certains, on va en sortir quelques-uns en temps et en heure, mais en tout cas, on a plein de lignes
un peu diverses dans le planning de production pour essayer d'aller vers quelque chose qui est plus construit et de devenir, j'y reviendrai tout à l'heure, un peu plus monomaniaque sur les sujets qu'on va aborder, d'accepter de faire un peu le vide dans le planning et de travailler un peu différemment. Alors pour ça, l'idée c'est de dézoomer un peu, c'est de se dire je vais choisir mes sujets. Déjà je vais pas parler de tout, je vais faire un vrai choix. Je vais enlever un certain nombre de sujets du scope. Je vais peut-être dire non à certaines personnes aussi en interne qui aimeraient bien qu'on parle de certains sujets, peut-être un peu trop pointus. Et on va se concentrer sur des sujets qui sont plus essentiels. Alors comment ça marche ? On va le redécliner, mais en gros, on va décider, une fois peut-être par trimestre, ou un peu plus si on a le temps, de faire ce qu'on appelle un master content. Ça va être vraiment un super bon contenu sur une thématique, et avec l'idée aussi que ce contenu-là puisse durer un peu plus longtemps dans le temps. Derrière, une fois qu'on a ce contenu-là, on a fait le plus gros du travail, et là on va pouvoir mettre en place la machine à contenu, la fameuse factory, la fameuse capacité à recycler, et donc là, on va faire des déclinaisons, et puis surtout, on va garder du temps pour la diffusion. Parce que souvent, quelque chose qui passe un peu à la trappe ou qui n'est pas géré par l'équipe qui fait le contenu directement, c'est de dire comment est-ce que je vais valoriser le kit de contenu que j'ai. Comment est-ce que je vais pouvoir le propulser aux bons endroits. Et puis ensuite, je vais regarder effectivement la performance. Alors, la façon de réaliser ça, il y a plusieurs choses. En vrai, il n'y en a pas des centaines. Il y a quelques choses qu'il faut que vous mettiez dans votre façon de fonctionner. Et ça, je vous invite à vous questionner sur est-ce qu'aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Alors, je passe le côté j'identifie le premier sujet sur lequel je vais le faire, mais à partir du moment où vous avez trouvé un peu votre sujet, on va pouvoir mettre ça en place. Le premier sujet, c'est de prendre le temps de faire le brief. C'est bête à dire, mais ça commence beaucoup par ça. C'est de se dire, est-ce que je mets du temps de cerveau ? Est-ce que je mets un peu mes tripes dans le contenu ? Est-ce que je mets mes convictions dans le contenu que je vais sortir ? Donc, est-ce que je prends le temps de mettre autour de la table les bonnes personnes ? On sait que parfois dans les entreprises, le marketing a du mal à les mobiliser, les experts, les sachants. Voilà, il faut essayer de construire les conditions pour ça. Et donc, on va travailler sur un méga brief. Un petit exemple, nous, il y a quelques temps, on a remis à jour tout ce qu'on faisait sur le sujet de la refonte de site. On a pris 3 heures dans une salle, on était plusieurs personnes, on a essayé de couvrir un peu les différents champs d'expertise pour se dire, ayons une vraie préparation de ce temps-là, et puis prenons le temps de sortir tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a envie de dire, ce qu'on n'a pas envie de dire aussi sur un sujet, et sortons-en toutes les informations qui sont possibles. Donc ça donne beaucoup de prises de notes, beaucoup d'infos qui sont ressorties, comment derrière je les réorganise, comment est-ce que j'en fais des paquets qui ont du sens, pour que derrière ça me permette d'avoir ce méga brief qui est finalement la carte de tout ce que j'ai à dire sur un sujet avec, encore une fois, un truc avec des convictions. Si ça ramène à la première conférence sur l'IA, l'idée c'est pas de se dire super, je vais aller directement à ChatGPT, il va me donner les réponses. L'idée c'est vraiment faire le travail d'abord et éventuellement après commencer à utiliser l'IA pour faire ça. Ça donne ce que vous avez sur la partie droite de l'écran. Ça donne derrière déjà un démarrage d'intuition de qu'est-ce qui pourrait devenir dans ce brief-là un contenu vraiment sexy qui peut prendre différentes formes. Et c'est justement le sujet d'après de se dire ce master content il doit être super premium parce qu'il y a de la concurrence, parce que les gens ils ont du temps pour consommer du bon contenu, mais il faut leur donner une raison de passer du temps. Il ne faut pas leur mettre juste des petits contenus bout à bout. Il faut essayer de construire un truc qui est assez sexy. Donc ce super premium il peut prendre plein de façons, plein de formes différentes. Ça peut être par exemple, alors on le rapporte toujours à qu'est-ce que les gens attendent de vous. Vous avez une expertise, vous avez une connaissance marché, vous avez une force de frappe marketing. Pourquoi est-ce qu'ils aimeraient passer du temps sur vos contenus ? Principalement, les gens ils ont envie d'apprendre et de comprendre des choses. Si on regarde le vrai sens du contenu, c'est ça. Donc il faut leur donner des formats qui répondent aujourd'hui à ces besoins-là. Un côté qui est intéressant, c'est les inspirations. C'est vous connaissez quelles sont les tendances qui arrivent, vous connaissez les bonnes pratiques dans votre secteur. C'est sûr que vous faites de la veille dessus, vous réutilisez ça pour partager à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on fait chaque année sur des boucles d'inspiration sur le content. Les gens, ils ont envie de comprendre les mouvements qu'il y a dans leur marché. Et ça passe parfois par des chiffres. Soit vous avez de la data propriétaire, les éditeurs de logiciels parmi nous, ils en ont souvent, de la data propriétaire sur les flux qu'ils voient passer. Ça peut donner des tendances intéressantes. Et ça peut aussi passer par un baromètre, par une étude, par un sondage. Si vous avez des clients qui commencent à répondre, dès que vous avez une centaine ou 200 réponses, c'est déjà représentatif de tendance sur votre marché. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et un baromètre, c'est génial parce que vous pouvez le tirer dans plein de formats différents, vous pouvez le jouer tous les ans, vous pouvez le verticaliser, vous pouvez le faire sur une zone géographique. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. J'en parlais tout à l'heure sur le côté inspirationnel. Ça peut aussi prendre des formats qui ne sont pas forcément des choses en PDF. Là, ce que je vous affiche, c'est ce qu'on appelle un board Miro, c'est un board d'inspiration. Il y a plein de softs qui font ça, c'est pas la question. Par contre, derrière, l'idée, c'est de dire on a
pris, à chaque fois qu'on trouvait une pub LinkedIn intéressante, on l'a centralisée dans un endroit, et maintenant on a le meilleur panel pour ceux qui aimeraient se faire une idée de c'est quoi les créas de pub LinkedIn et comment ça marche. On les catégorise un peu, et ça peut devenir un format premium qui va créer un couloir d'écoute sur votre sujet, et qui sera un peu le point d'entrée sur la thématique. Et puis, un autre format, c'est aussi l'événement. Voilà, l'expérience que vous vivez chaudement aujourd'hui, c'est une expérience de contenu. C'est quasi que de l'éditorial, et puis c'est l'éditorial qu'on va réutiliser après et qui va vivre dans le temps parce qu'on va pouvoir le décliner. Mais en tout cas, il y a un moment où vous vous êtes dit, je prends une grosse demi-journée de ma semaine pour venir recueillir de l'info, évidemment croiser d'autres personnes, mais c'est aussi un format qui est intéressant. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre des lives hebdo ou mensuels, ça peut prendre une forme de petit-déj, ça peut être vraiment tout type d'événement, mais encore une fois, ça peut être quelque chose qui devient premium dans votre prise de parole sur le sujet. Une fois qu'on a super premium, tout l'enjeu, vous l'avez compris, c'est le côté factory, c'est le côté comment je passe à l'échelle, comment est-ce que j'arrive à tirer ça pour aller vivre sur mes différents canaux, sur mes différents formats, et c'est là où c'est important de ne pas réinventer l'eau chaude, de ne pas se disperser, parce qu'en fait ça peut vraiment être cumulé. Une fois que vous avez votre premium, vous pouvez paralléliser toute cette partie-là. Alors le kit de recyclage, ça peut prendre plein de formes. Là, vous avez à gauche le premium, donc c'est un guide, une étude, un baromètre sur la prise de parole des dirigeants sur LinkedIn. Et puis derrière, on va avoir plein de formats, des formats social media, des formats carousel, des formats écrits, des articles de blog, un live, des déclinaisons verticales sur des vidéos. Et en fait, là, on n'a plus réfléchi, on a juste pensé au format, à la production du format, mais on avait déjà toute l'info qui était là. Donc il y a un gain de remise en route qui est énorme parce qu'on n'a pas besoin de rouvrir le sujet un peu plus tard en se disant tiens au fait on fera bien une vidéo sur le sujet. En fait on l'a déjà tout fait en un seul bloc. Et petit bonus pour ceux qui font du marketing automation, notamment du nurturing, une fois que vous avez un kit, vous avez automatiquement une séquence de nurturing complète que vous pouvez jouer. Et donc c'est aussi super intéressant d'intégrer ça dans la réflexion. Ce côté Content Factory, il passe pas seulement en ayant identifié les formats qu'on veut dérouler et puis de dire je vais en produire plein derrière. L'idée évidemment c'est d'être en capacité de le faire. Et donc ça demande de l'organisation, parfois un peu des outils. Donc ça demande de l'organisation, partie de gauche pour vous, qui est d'avoir un outil qui permet de gérer ça, qui permet de voir qui est responsable de quoi à quel moment. Donc ça peut être fait avec les outils que vous utilisez déjà, du Notion, dans Microsoft il y a aussi des outils qui permettent ça. Des outils qui permettent derrière d'accélérer la production de contenu. Il y a eu plein d'exemples ce matin avec Sylvain. Et puis des outils qui permettent aussi derrière d'industrialiser la production design. Donc il y a du Canva, il y a plein d'autres formats. L'idée là, c'est de templétiser, de se dire tous mes cas clients, ils vont avoir un même format. Toutes mes prises de parole social media, je vais avoir 4-5 formats et je vais venir peupler cette partie-là avec le contenu. Le contenu, il est liquide, il s'adaptera à la forme, mais je vais pouvoir derrière industrialiser ça et accélérer ma production de contenu. Le dernier sujet, il est plus compliqué à circonscrire parce que forcément, c'est un sujet culturel dans une entreprise. Ça peut prendre du temps, mais là l'idée c'est de se dire en fait je vais être en capacité de dérouler mes campagnes de contenu, de dérouler ma content factory, ma production de contenu et de le faire vraiment à l'échelle que si c'est pas juste le sujet de quelques personnes au marketing ou de quelques personnes dans l'équipe contenu, voire d'une seule personne. Ça peut pas être un one man ou un one woman show, ça doit être quelque chose qui est collectif. Et en fait, tous les collaborateurs peuvent à un moment contribuer à ça. Il faut déjà le décider, il faut dire que c'est possible, il faut l'autoriser. Ça peut prendre plein de formes, c'est de trouver des formats simples, des formats 60 secondes en vidéo, un peu scriptés, éventuellement avec un petit prompteur pour donner envie aux gens de tester, mais en tout cas d'ouvrir la porte pour que le maximum de personnes puissent le faire. Tous les contenus derrière ne seront pas forcément toujours exploitables, mais ce qui est vraiment important, c'est de dire si vous avez de l'expertise, et je pense que vos collaborateurs ont de l'expertise, laissons la plus grande place possible à ceux-ci pour qu'ils puissent l'exprimer. Ils peuvent l'incarner, ils peuvent aussi derrière contribuer, dire je donne de l'info, c'est quelqu'un d'autre qui le joue, c'est pas moi qui rédige, mais je fournis les informations, ou je décline une fois qu'il y a un premier contenu qui est fait, mais c'est quelque chose qui est important. Et puis la culture, elle se fait aussi en interne pour ceux qui sont peut-être un peu plus éloignés de la production de contenu, qui sont pas côté marketing, en se disant aussi, à un moment, il faut que j'expose en interne les contenus. Là, ce que je vous montre, ça c'est notre page chez nous en interne. On a une petite page où on a une petite bibliothèque où on peut filtrer, on peut retrouver facilement par thématique, par format, par date, par sujet ou niveau dans le funnel de conversion, de se dire si je veux retrouver des contenus, je peux les retrouver facilement.
Et donc j'ai une bibliothèque qui est montrée, qui est répétée, qui est propagée, qui est réutilisée dans certaines réunions pour dire bah tiens, on a rajouté des choses, pensez à les utiliser parce que non seulement ça va donner envie à vos collaborateurs de participer à la création d'entreprise, mais ça va aussi leur donner la possibilité de partager ces contenus à partir du moment où ils savent qu'ils existent. Un petit mot avant de vous quitter avec quelques inspirations. J'aime bien montrer des boîtes qui font ça de manière assez sympa. Dans des sujets très divers. Machinery Partner, alors on est aux US, c'est une société qui vend des grosses machines jaunes de chantier et notamment des trucs qui prennent des gros cailloux, qui en font des plus petits cailloux. C'est des machines qui coûtent entre 300 et 700 000 euros. Là-bas aux US, ils les achètent avec leur CB, hein, ils ont un site de e-commerce. Et donc eux, ils sont devenus un peu monomaniaques de l'explication de comment fonctionnent les machines. Ils ont un blog, ils ont des articles, ils ont des vidéos. Allez voir leur chaîne YouTube, honnêtement, c'est vraiment rigolo à binger le soir sur des gens qui cassent des cailloux, qui broient des voitures, qui broient des trucs pour faire des pièces. Et c'est comme ça qu'ils ouvrent un canal de vente aujourd'hui, principalement YouTube, Facebook, qui ramènent sur leur site de e-commerce et ils vendent des machines à 500 000 balles chargées sur l'Amex. Donc c'est assez rigolo. Un autre sujet, donc là on est chez Husqvarna, qui vend, ils ont toute une partie B2C, ils ont toute une partie B2B, ils vendent des chainsaws, des tronçonneuses. Et donc ils ont monté une Chainsaw Academy qui existe aussi en français, dans lequel en gros ils vous donnent toutes les billes pour arriver à couper des arbres. Honnêtement, si vous passez un peu de temps dessus, vous avez envie de couper un arbre. C'est assez redoutable. Et donc ils ont gagné une place vraiment de pédagogie sur leur marché, et c'est quelque chose qui est connu. Ils ont même sorti des goodies, donc il y a des gens qui achètent des casquettes Chainsaw Academy, qui s'inscrivent, ils font une récolte d'emails qui est assez incroyable. Et puis pour terminer, alors je sais qu'ils ont été mentionnés tout à l'heure plutôt dans les choses à pas faire sur les vidéos, donc ils ont encore des choses à faire, mais Penny Lane s'est mis un peu monomaniaque de la compta. Ils ont un gros événement qui s'appelle Comptatech, qui font maintenant au Zénith de Paris, donc ça sera peut-être notre cas bientôt. Je nous le souhaite. Ils créent beaucoup de contenu, ils ont beaucoup cette personnalisation, et donc ils occupent vraiment sur quelques paquets. Donc là, ils sont beaucoup sur la facture électronique, mais c'est une bonne façon de dérouler. Donc mon conseil, devenez monomaniaque. Essayez de vous focaliser sur moins de contenus différents, plus de fond sur les sujets, et puis organisez-vous ensuite pour décliner, mais c'est une autre partie du jeu. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.